Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de nos deux champions Spearhead, Marc et Lucas. Merci infiniment à vous de votre présence, ça fait plaisir. On va pouvoir analyser les 4 nouvelles fers de lance avec votre avis sur cette nouvelle version. Donc je vous laisse la parole si vous voulez d'abord vous introduire un petit peu, vous présenter. Je commence. Bon, bah moi, c'est Lucas. J'avais fait une première vidéo la dernière fois pour présenter un petit peu tout ça, comment ça s'était passé en Angleterre. Donc, écoutez, voilà, je suis encore là et avec grand plaisir de venir sur ta petite chaîne, William. Donc, et je suis en compagnie de Marc, qui est mon punching ball de partie. Donc, si tu veux te présenter. C'est ça, donc Marc, le sparring partner de Lucas. On a commencé à jouer ensemble au tout début et on doit jouer au moins une fois par semaine. Minimum. Ouais. Donc j'en bouffe, mais c'est un vrai plaisir parce que jouer contre le champion du monde, on peut pas faire d'erreur. Mais c'est pas mal parce que du coup, je reproduis ces schémas avec des potes qui du coup commencent vraiment à s'y intéresser, notamment un, et qui progresse très très vite. Donc c'est quand même chouette. Et donc on est allé à Nottingham, c'était incroyable. Il y avait un niveau assez dispersé. Il y avait des très bons joueurs et des vraiment débutants. Et tu avais terminé 14e. 2 victoires, 2 défaites, mais pas des moindres. Donc on s'était bien débrouillé et puis voilà, on doit être à notre 80 ou 90e partie, je pense, Spearhead. Et là on a fait notre première partie sur cette nouvelle saison et effectivement il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Donc voilà. J'allais justement te poser la question à combien de parties à peu près fer de lance t'étais. J'avais tablé sur la centaine, donc t'es pas loin de la centaine de parties. Oui, en tout. Ah oui, en tout, largement. Oui, parce que là, c'était 80 parties qu'avec Marc. Ah donc, oui, ok, oui, autant pour moi. Donc en fait, oui, tu les as fait largement, les 100 games. Oui, parce qu'on a commencé en juillet de l'année dernière. Donc ça va faire bientôt 1 an et tu fais 1 à 2 parties par semaine, ça va très vite. Donc voilà. Mais ouais, non, une première partie ensemble sur le dernier, là, sur la dernière mise à jour. Et toi, t'en as fait une en plus, 2 parties. Donc voilà, une d'avance sur moi. Il faut bien s'entraîner. Hein. Ouais. Très bien, donc je suis en compagnie d'experts du jeu. Bon, de toute façon, Lucas, je vous l'avais déjà présenté. C'est notre champion. Il est revenu avec la coupe à Nottingham. Et du coup, son partenaire juste à côté, Monsieur Marc. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois. On va directement rentrer dans le vif du sujet. On attaque avec du coup les City of Sigmar, la première des nouvelles fers de lance. On a un général en fusil major sur Ogor. Celui-là, je l'avais pas mal joué sur Warcry, c'est une très belle figue. On a un forge-guerre, on a 5 fusiliers, encore 5 fusiliers et 11 chasseurs du corps d'éclaireur. Donc ça, c'était une bande de Warcry. On a le trait de bataille fortifier la position. Soustrayez 1 la caractéristique de perforation des armes utilisées pour les attaques qui ciblent les unités Castelline, amis, si elles n'ont pas utilisé d'aptitude de mouvement au même tour. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette aptitude? Bien ou pas bien? Bien, parce que ça cible le chef et les fusiliers. Ouais. Donc, c'est pas des unités qui bougent toute la partie. Donc, moi, je l'ai vu sur les 2 parties. Comme ils ont tir en mêlée, en plus, ça dérange pas qu'ils se fassent engager. Tu peux faire un mur en fait de tireurs avec une save à 4 et -1 à la perf. Ça les rend assez solides. Et du coup, vu qu'ils peuvent s'échanger les tokens, tu verras après. C'est ce que j'ai vu. Tu peux vraiment ajuster là où tu as envie de blaster. Et ça les rend très très performants. Et le chef, du coup, -1 à la paire sur un chef qui a une save à 3. Ça commence à... Ça gagne en résilience, quoi. C'est énorme, ça. Surtout qu'il a 8 PV, le Logor. Donc, c'est ça. C'est un passif, c'est comme un trait, une aptitude ou une optimisation, mais qui est fourni direct. Donc, on prend... Faut juste penser que c'est que la moitié de l'armée qui l'a. Ouais. Donc, faut faire attention aux chasseurs, parce que ils n'en bénéficient pas. Et on y reviendra, mais c'est une unité très importante. C'est la moitié de l'armée, mais il faut savoir que les fusiliers, on va les voir après, mais ils ont le mot-clé renfort, donc ça c'est quand même cool. Ouais. On enchaîne avec les aptitudes, vous me dites celles que vous préférez. Donc la première, c'est bien approvisionné.
On va pouvoir choisir comme cible une unité amie autre qu'un héros. Ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques de la cible pour le restant de la phase. Et c'est lors d'une phase de tir une seule fois par bataille. Donc, alors heureusement qu'ils sont pas 10, les fusiliers, sinon ça aurait été vraiment ultra fort. Là, du coup, je pense qu'on va choisir une unité de fusiliers, hein, ou pas. Ou on va choisir, parce qu'on peut tirer aussi. En vrai, on peut tirer avec les chasseurs aussi. Les chasseurs, ils ont 14 tirs. Ouais. Donc, la en vrai, force de frappe de cette bande, c'est vraiment les chasseurs, hein, clairement. Ok. Donc je sais ce qu'on va choisir après comme optimisation. Et ensuite... Oh oui. Ah, non, quoique, il y a ça aussi qui est très fort. Une fois par bataille, phase de déploiement, les unités de chasseurs du gore d'éclaireur ami gagnent le mot-clé renfort. Donc vous préférez lequel des deux? Le deuxième. Largement. Ok. Le deuxième, ouais. Bah oui. Donner renfort sur unité, c'est démultiplier le nombre de points de vie, démultiplier le nombre d'attaques, fiabiliser. Tu vas vouloir envie de les faire tirer, charger, mourir, revenir, tirer, charger. Et en fait, tu multiplies le... C'est l'unité qui bouge le plus dans l'armée, les chasseurs. Donc c'est ceux qui sont susceptibles de se prendre une charge avec leur passif d'unité. Ouais. Et le force de guerre, tu verras après, c'est l'unité qui combatte avec les chasseurs. Les chasseurs, et ça rend l'unité très très dangereuse. Ouais. Avec le mot-clé enfin. Crit mortel, ça fait il y a beaucoup de dés, beaucoup de possibilités. Les chiens n'ont pas compagnon, donc ils sont aussi affectés par le crit mortel. Ouais. Et là, ça fait 24 attaques en crit mortel. Ouais, c'est ça, hein, parce que le chef a également un chien, donc... Donc c'est pas mal du tout. C'est ça. Pas mal du tout. Ça fait énormément de dés, et puis quand tu multiplies les dés, les 6, ça tombe, hein, statistiquement, donc automatiquement... Donc forcément. Pour 1000 fois de prendre cette aptitude de régiment, tu n'as même pas à choisir. Ouais. Elle est auto-include. J'ai pu l'utiliser contre les Osiarques qui sont létaux. Et c'est vital. C'est vital parce que le reste se fait très vite engager et beaucoup moins punchy. Les fusiliers sont pas punchy, ils ont qu'un PV, donc ça tombe quand même vite. Ouais. Donc il faut quand même cette force de frappe de chasseur. Le chef donne déjà des boosts au tir. Il y a pour moi pas besoin de booster tant que ça. Du moment où tu as crit mortel, effectivement. Bon, on enchaîne du coup avec les optimisations. Le premier, c'est tacticien expert. On va choisir 2 unités de fusiliers qui ont été détruites et qui n'ont pas encore été remplacées. Placer une seule unité de fusiliers des guildes de remplacement de 10 figurines à 6 pouces des unités ennemies. Cette unité ne peut pas être remplacée. Cette unité ne peut pas être remplacée et n'a pas de pion d'écuyer balistique. En gros, on ne peut pas la re-remplacer par la suite. Non. En fait, tu fusionnes tes 2 renforts en un. Donc, ça te fait par contre une unité de tir de 20 tirs. Donc là, ça peut comboter avec ce qu'il y a au-dessus. Il faut avoir perdu ces 2 unités pour pouvoir les faire renforcer. Arriver contre toi, mais au T3. Ouais, T3. Donc ça fait quand même beaucoup de... Ouais, voilà. Il faut compter sur un moment trop précis pour que ça soit intéressant et fiable. Il y a beaucoup plus fort derrière. Donc, Ok. Ensuite, on a le coup de bouclier. Choisissez comme cible une unité d'infanterie, de machine de guerre ou de cavalerie ennemie qui est en mêlée avec votre général. Jetez un dé sur 3+. La cible doit utiliser immédiatement l'aptitude repli, comme s'il s'agissait de la phase de mouvement adverse. Oui, non, coup de bouclier. C'est très génial. Très fort. C'est très très fort. Alors, il ne s'est pas précisé que le repli te fait des BM, mais normalement sur le papier, c'est un repli 10 fait BM. Donc en gros, tu peux te prendre des 3 BM. T'es plus engagé. Donc ça veut dire que il va pouvoir tirer, parce que c'est quand même à la phase de mouvement que c'est bien précisé. Donc ça veut dire que tu as ta phase de tir, et après tu peux charger avec le chef et c'est le mulasse. Donc en gros, et on voit que le tir est aussi très violent. Ouais. Donc en fait, tu bénéficies encore de tir, quoi. Des BM, tu peux tirer, tu peux te dégager. C'est un putain de... Tu peux libérer, en fait, si tu es à côté d'une unité de fusilier, tu peux libérer l'unité de fusilier qui était engagée grâce à ton chef. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment un garde du corps, en fait, le chef pour les fusiliers. Parce que du coup, si tu les mets côte à côte, t'as pas envie d'engager ça, quoi. C'est ça. Avec le tir en mêlée des fusiliers potentiels et les baffes du chef,
ça devient très dangereux. Donc le coup de bouclier, c'est sur 3+. Sur la partie qu'on a fait, je l'ai raté une fois, je l'ai réussi une fois, et ça m'a permis de scorer 2 points. Exactement. Ça te permet d'aller charger où tu veux. Après, ça te détache d'une situation qui était de base embêtante, et derrière, à te fiabiliser vachement ton tour. Quoi. Et au tour 2 ou 3, comme les mouvements sont déjà engagés, le repli devient très compliqué. Donc ça peut vraiment sortir une unité d'un engagement, une unité adverse d'un engagement. Ou d'un chose. Oui. Ça peut te sortir d'un point également. Ouais, bien sûr. En fait, moi j'aime bien. Tu te repositionnes. Enfin, pour moi, c'est trop fort. 1000 fois celle qu'il faut prendre parmi les 4. Ok. De toute façon, moi j'aime bien tout ce qui est tactique comme ça où tu vas. Les tricks de jeu. Ouais. Donc je suis clairement d'accord avec vous. Ensuite, on termine avec les 2 derniers. Accrochez-vous, c'est une protection à 6 sur votre général. Du coup, par rapport à celle d'avant, c'est pas intéressant. Et voler à bout portant. Jeter un des 3 sur 2+, infliger autant de dégâts mortels que le jet de la cible, c'est une fois par tour. Bon bref, je pense qu'on n'a pas du tout besoin de ça. C'est la même chose en fait que le coup de bouclier, sauf que c'est sur un 2+ au lieu d'un 3+. Ça reste engagé. Alors. Et voilà, donc pour moi, vaut mieux prendre l'autre quoi. Une armée de tir, le coup de bouclier. Ah ouais, non, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Bon, déjà, je trouve que les aptitudes et les optimisations sont vraiment cool. Hein. Ouais. Il n'y a rien à acheter, hein. Que ce soit le passif de base, le renfort à donner et également le coup de bouclier. Pour moi, c'est du auto-include, les 3 à chaque fois. Quoi. Yes, alors là maintenant je vais voir vite fait, on va passer sur les chartes d'unités et vous reviendrez là-dessus si vous avez des choses à redire. Donc le chef, 8 PV save à 3, contrôle 2, mouvement 5, c'est Logor. Il va avoir un tir, 3 attaques en 3+3+, perte -1, dégâts 2 à 24 passes. Donc sur fer de lance, vous tirez n'importe où. Et en plus, au corps à corps, il tape quand même fort. 4 attaques, bon, il touche sur 4. Il a blesse à 2 et surtout, il a perf -2, dégâts 2. Donc c'est pas mal. Il a une aptitude, cible identifiée, qui est vraiment très très bonne. Choisissez comme cible l'unité ennemie qui a été ciblée par les attaques de tir de cette unité à ce tour, et on va ajouter 1 au jet de touche pour les attaques de tir des unités amies qui ciblent l'unité ciblée. Donc c'est trop fort jusqu'à la fin du tour. En gros, si vous voulez détruire une unité, vous tirez d'abord avec lui, vous mettez la marque sur la cible, et là derrière, tout le reste de l'armée tire dessus, et c'est finito pipo. On peut même venir... En fait, on peut même venir chercher des héros à 12 pouces qui ont la protection, la garde et tout, parce qu'en fait, on va avoir -1, mais on va avoir +1. Donc en fait, on vient Flesh Eater, par exemple. Fiabiliser ton tir derrière. Flesh Eater, ça peut être compliqué, quoi. Oui, il y a 37 tirs dans l'armée, donc t'enlèves les 3, ça fait 34 tirs avec un +1 à la touche. Tu peux détruire vraiment la cible que tu veux. Tu pulvériser une unité qui n'est pas gagée, quoi. Ouais, c'est très très fort. Ensuite, on a le Forge-Guerre Alchimite. Donc, au corps à corps, il est pas là pour ça, mais il a quand même 3 attaques en 4+4+, perf +1, dégâts D3, 5 points de vie, save à 5, contrôle 2, c'est un héros, il bouge de 5. Mais il a, à votre face des héros, on a l'arme ardente. On va choisir comme cible l'unité amie qui est entièrement à 12 de cette unité. On va lancer 2 dés. Sur un 6+, les armes de mêlée de la cible ont crit mortel jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça, comme on l'a dit, ça c'est vraiment trop trop fort. Et ça, on va le comboter du coup avec les chasseurs. Chasseurs, c'est ça. Ou le chef, si vraiment il est engagé contre une unité costaud. Mais vu le nombre de dés qu'on voit les chasseurs, c'est l'unité qu'il faut booster. Clairement. On enchaîne avec les fusillés, un seul point de vie, contrôle 1, sauvegarde 4+, donc c'est quand même très bien, bouge de 5 aussi. Eux, ils tirent à 18, ils ont 2 dés d'attaque en 4+4+, perd -1, dégâts 1, mais on a vu qu'on va pouvoir leur mettre +1 à la touche. Donc potentiellement, touche à 3, et si on joue l'autre build où on va les faire blesser à +1, on peut potentiellement faire du 2 dés d'attaque, 3+, perd -1, dégâts 1, mais sur un tour. Donc, à voir. Ensuite, le corps à corps, bon, je vous le passe, ils sont pas là pour ça. Ils ont un passif écuyer balistique. Tant que cette unité a un pion d'écuyer balistique, ses armes de tir, on tire en mêlée, et ça, c'est trop fort, ça. Ça, c'est vraiment trop fort. Et une fois par tour, votre phase de tir, ils ont l'aptitude je repars. Choisissez comme cible une unité de fusilier des guildes amis. Retirez le pion d'écuyer de cette unité du champ de bataille, puis donnez-le à la cible. Donc en fait, on va pouvoir s'échanger comme ça les tirs en mêlée. C'est ça.
tu auras rarement tes 2 unités qui sont engagées. Donc en fait, tu pourras toujours tirer en mêlée. Quoi. Ouais. Donc et ça, la seule façon de le perdre, c'est d'utiliser le passif qui te fait comboter. Oui, voilà. Donc en fait, tu l'auras toujours. Ouais. Tu l'as toujours. Donc tu as toujours une de tes unités qui peut tirer en mêlée et ça, c'est fort. Ouais. Et du coup, on termine avec les chasseurs du corps d'éclaireur, l'unité peut-être un petit peu golden, comme vous m'avez dit. Contrôle 1, santé 1, sauvegarde 5+. Déjà, les figues, elles sont ouf, les gars. Je les ai déjà... moi, je les ai montées de Warcry, je les ai jamais peints. En fait, j'ai déjà la fer de lance. Elle est juste pas peinte, hormis Logor. Et j'ai hâte de la tester parce que je la trouve super sexy. Bon, j'enchaîne. Quand je l'ai acheté, monsieur Lucas m'a dit pourquoi t'as acheté ça. Quand je les ai joués contre lui, il a dit j'ai compris. La bande Warcry est vraiment très fort. En plus, déjà, elle est forte, mais en plus, en termes de modélisme et d'esthétique, elle est trop stylée. Avec les poses. Ouais, carrément. Bon, eux, ils ont 2 dés d'attaque à distance, 4+4+, perf -1, dégâts 1. En fait, c'est la même chose, sauf qu'ils ont porté 15. Exactement. Donc, ça change pas. Ils sont 7. Ouais. Donc, ça fait 14. Mais après, ça change pas énorme en termes de létalité. Bah, surtout qu'ils vont pouvoir avoir tous les buffs derrière. Et au corps à corps, ils ont 2 dés d'attaque 4+, ils n'ont pas de perte, mais dégâts 1. Et on a les morsures de chien qui, eux, blessent à 3 au lieu de 4. Et ils n'ont pas le mot-clé compagnon. C'est ça. Exactement. Et le chien a les 3. Oui, le chef a le tir, et il a le chien. Ouais, effectivement. Et ils ont Tracker Expert. Cette unité peut utiliser l'aptitude de mouvement normale, comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement, phase de déploiement. Donc en fait, on va pouvoir se déployer et faire un petit mouvement d'avant-garde. Donc ça, pour récupérer un objectif, c'est pas mal. Ou faire une alpha strike. Si on attaque. Parce que là, tu bouges de 5 plus 5, bah, t'es dans le camp. Si le mec s'est mis à 6 pouces ou 7 pouces, bah, t'as une charge à 3-4, c'est très facile. Quoi. Surtout que derrière, on va leur donner, si possible, le cri de mortel. Eux, ils vont être forts. Et ils ont renfort, donc ils vont revenir plus tard. Exactement. Donc en fait, on va bouger, on va tirer, on va charger, on va mettre du mortel et on va déjà mettre un gros trou dans l'adversaire, sachant que on va pouvoir utiliser cible identifiée, flinguer une unité aussi. Bon bref, en vrai, cette fer de lance, elle est super forte. Oui, elle est très très forte. Elle a toutes ses unités à renfort. Donc déjà, dès que tu as une Spirit qui a du renfort, ça la rend très 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 forte. De toute façon, ça rime et en plus ça marche. Mais vraiment, non, j'en ai chié. Clairement, c'était très difficile à affronter. Vraiment. C'est très agréable à jouer parce qu'il y a vraiment de la tactique. On a toutes les composantes de un buffer avec le forge-guerre alchimite avec un sorcier. On a un chef qui pour moi est le chef le plus polyvalent de Spirit à l'heure actuelle parce que il est très bon en défense, il est très bon en attaque, il a du tir, il soutient les unités, il est très complet, il buff. C'est un des plus complets, des plus stables en fait, je trouve, avec le premier chef des Stormcast qui est très stable aussi. Mais là, il a le tir en plus qui vient rendre cette bande incroyablement puissante parce que 34 tirs avec plus 1 à la touche. Sur un format aussi petit. Il faut vraiment que l'adversaire se cache et donc ça permet justement de venir se placer. Ça permet de créer des zones de tir extrêmement dangereuses où on va se dire c'est soit je le charge, soit je me fais plier. Donc elle est très menaçante. Mais elle reste équilibrée parce que contre des bandes populeuses, ça devient dangereux parce que la marée arrive et les tirs sont pas suffisants. Il faudra faire de la bonne gestion contre les moins à la touche. Ça, ils aiment pas. Et puis les Spirit qui repopent parce que du coup, on est englué et ceux-là, ils aiment pas trop. Donc voilà, ils sont forts, il y a des contres. J'ai joué ma deuxième partie contre les gobelins, ça a été un carnage. Le moins 1 à la touche. Le moins 1 à la touche, le fait d'avoir plus de contrôle, les trolls avec la crypte de sang, on n'en parle pas, c'est une question. Mais elle est très forte cette fer de lance. Ouais, elle est très forte. Bon, mais si. Surtout dans cette saison, elle va être imbouffable. Ah ouais, tu peux refaire venir les trolls maintenant. C'est ça, et puis les points quand tu les as, après c'est difficile d'aller les rechercher, ils sont plus petits, les trolls qui peuvent taper 2 fois ou qui touchent sur du 3+, et qui blessent sur du 2+. Que ce soit avec les blessures qui se sont prises, s'ils se sont foirés, donc... Sur la partie que j'ai fait, les trolls ont fait 26 points de dommage en un tour,
avec le tir plus le corps à corps et la crypte de sang. Ouais. Oui. Tu peux faire des très gros combos en fait. C'est violent. Ouais. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir cette Spirit City qui relève le niveau et qui redonne un saut parce que la première était quand même waouh. Là, ils l'ont bien refait. On n'a pas encore de retour. Ouais. Celle-là, elle a un gameplay vraiment plaisant, tactique, plaisant à jouer. Même une unité engagée au corps à corps de tir, on se dit bon, on a les boucliers, on peut se débrouiller, on peut tirer en mêlée, donc ça va, je peux tanker. Et on n'a pas trop poids faible. Non, sincèrement, elle est bien. Elle est bien équilibrée, elle est bien faite. Du coup, dernière question pour cette fer de lance et ensuite on va attaquer avec les Séraphons. Est-ce que vous la mettez en top tier cette fer de lance? Oui, clairement. Oui, elle peut vraiment arriver dans le top tier. Elle va nécessiter un peu de stratégie contre certaines bandes, mais contre la plupart, en fait, elle peut tout gérer. Elle peut tout gérer une fois que tu la maîtrises bien. Elle est accessible. On va voir, les Séraphons ou les Ogres sont plus difficilement accessibles à des joueurs débutants, alors que celle-là est très simple à jouer et accessible en tout cas. T'as le droit à l'erreur. Et t'as le droit à l'erreur. C'est surtout ça. Quand t'as du renfort, t'as le droit à l'erreur. Et si t'as raté ta phase de mouvement, que tu t'es mal placé, c'est pas grave. T'as du tir à 18, t'as du tir à 24. Donc en fait, en soi, tu vas pouvoir cibler des unités et donc fiabiliser tes tirs. Il n'y a pas énormément de trucs à savoir, quoi. Clairement, ta phase de héros, c'est très rapide. Hein. Tu mets tes crits, sur quoi je tire pour avoir du bonus, et voilà. Le tour est joué. Donc non, elle est pour moi, elle est fiable, et dès que c'est fiable... et ça marche bien d'avoir une bande qui se joue stratégiquement à la phase de tir pour une fois. Parce que pour avant, à part les Caradrons qui avaient vraiment, qui est à peu près la même chose, je trouve. Là, on a vraiment une bande cities où la phase critique, c'est la phase de tir, et donc la phase de mouvement avant. Il faut bien interagir, parce que si on se place pas bien, le buffer pourra pas buffer, par exemple, les autres erreurs. Ah bah oui, il faut quand même plutôt anticiper, mais bon. Il faut anticiper sur qui tu vas tirer avec ton chef pour qu'après ça combatte. T'es en train de me dire que c'est pas de l'easy win, quoi. Il faut quand même réfléchir un peu. Non, c'est vrai s'il y avait une Spirit qui était easy win. Non, mais ils ont géré. Les Stormcast première édition. Les Stormcast, Tascamantide, elle est quand même un petit peu easy win, mais tout le monde l'a prise dans la figure, donc elle écoute. Tout le monde sait comment la gérer. Yes. On enchaîne du coup avec les Séraphons. On a un général, meute sans solaire avec pion de Vénimion. Alors bon les gars, je compte sur vous parce que je l'ai pas du tout lu celle-là. Même si la meute sans solaire... Ok, bon, note du concepteur, ils nous disent même si la meute sans solaire est une unité de 3 figurines, il s'agit de votre général. Ensuite, on a 10 guerriers Saurus, 5 chasseurs Yunchi, 5 chasseurs Yunchi, 3 Théraptères et un rejeton de Shotek. Alors ça, c'est la bande Warcry, encore une fois. On a entrée de bataille, chasseur dissimulé. Vos 2 unités de chasseurs de Yunchi et le rejeton de Shotek ne sont pas placés pendant la phase de déploiement. Au lieu de cela, à partir du 3e round, ils peuvent utiliser cette aptitude. Donc, embuscade de caméléon. À partir du 3e tour, placer cette unité n'importe où sur le champ de bataille à plus de 6 des unités ennemies. Moi, j'aime bien quand on va pouvoir placer n'importe où. Ça permet de récupérer des objets. À partir du 3e round, en général, il y a des unités qui sont mortes. On va pouvoir faire des tactiques. C'est pas mal du tout. Et on a, fin de n'importe quel tour, la vengeance d'Azir. Choisissez comme cible toutes les unités ennemies qui sont en mêlée avec unité de Saurus. Jetez un dé pour chaque cible. Sur 4+, infligez une blessure mortelle. Alors, c'est pas incroyable, mais c'est quand même bien de mettre des dégâts mortels à chaque fois. Ça peut... Alors oui, dans la première de Séraphon, c'était incroyable. Enfin, moi, ça m'a fait... c'est juste génial. Là, ils l'ont mis sur un 4+. C'est plus un 3+, mais par contre, c'est toutes les unités et tout. Donc, non, vraiment à pas dénigrer. C'est très, très, très fort. Les BM comme ça en fin de tour, ça peut vraiment ça peut changer, faire des dégâts. Surtout quand on fait des gros jets de dés comme toi, parce que je connais l'animal. Ensuite, aptitude de régiment. Ouais, non, mais je sais que tu confirmes. On va avoir Égide écailleuse. Donc ça, c'est votre phase de héros. Choisissez comme cible une unité de Saurus amis, jetez un dé sur un 3+, on aura une protection à 6 jusqu'à notre prochain tour. Alors est-ce qu'on prend celle-ci ou est-ce qu'on prend la prochaine? Votre phase de tir, adepte de Yunchi, choisissez comme cible unité Skinks amis, jetez un dé sur 3+, les armes de tir de la cible ont crit blesse auto pour le reste du tour, y compris les armes de compagnon.
Sauf que, si je dis pas de bêtises, les chasseurs, ils arrivent qu'au round numéro 3. Voilà, t'as tout dit. Tu perds 2 tours, en fait. C'est dommage l'aptitude de régiment qui perd 2 tours. Donc, cool, pour moi, la protection petite, c'est toujours du petit plus. Un Saurus, quand tu lui sauvegardes un dégât, bah derrière, il peut te taper du 3+3+, dégâts, -1 dégâts. Ça, non, il le faut, clairement. Bah, surtout que c'est tanky, les Saurus. Et de plus, le chef est un Saurus, donc il peut l'appliquer sur le papier. Donc, se donner... Et oui, il a le mot-clé Saurus. Il a le mot-clé, donc en fait, il se donne une protec à 6. Donc, mais je suis en train de penser, j'ai quand même la moitié de la Spirette déjà en figurine. C'est bien. Ça commence comme ça. C'est ça, tu fais la Underworld. Et à Warcry, en fait. Donc, tu commences. Bon, alors du coup, avec les autres... salamandre, ouais, c'est ça, il me manque la salamandre et les 10 Saurus. Du coup, chef instinctif. Choisissez comme cible une unité amie visible et entièrement à 12 de votre général et qui n'est pas en mêlée. Jetez un dé sur 3+. La cible peut utiliser immédiatement l'aptitude mouvement normal comme si c'était votre phase de mouvement. Donc ça, c'est en phase de héros. Ensuite, on a brutalité sauvage. Vous me direz celle que vous préférez à la fin. Choisissez comme cible une unité ennemie qui est en mêlée avec votre général. On ne peut pas faire de jet de protection pour la cible pour le restant du tour. Ok, pourquoi pas. Nuée de Vénimion. Choisissez comme cible une unité ennemie qui est en mêlée avec votre général. Si le pion de Vénimion de votre général est sur le champ de bataille, jetez un des 3 sur un jet de 1. Retirez le pion sur 2+, infligez autant de dégâts mortels que le jet de la cible. Et c'est n'importe quelle phase de mêlée. Donc en fait, si vous avez un peu de chance, il y a quand même moyen de faire pas mal de BM. Exactement. J'aime bien celui-là. Et ensuite, béni par les anciens. Béni par les anciens, votre général doit utiliser cette aptitude s'il a été détruit. Jetez un dé sur 2+. Vous pouvez placer une unité de remplacement composée de une figurine de sang solaire n'importe où sur le champ de bataille à plus de 6 des unités ennemies. Bah, celui-là, il est pas mal aussi en vrai. Il est pas mal, mais est-ce qu'on chef meurt, quoi. Ouais, est-ce qu'on en a besoin? C'était ça la question. C'est ça, en fait, si ça se trouve, bon, tu le joues un petit peu safe, il va résister 1 tour, 2 tours. Donc, quand on va voir son profil et tout, on peut comprendre qu'il est quand même assez résistant. Donc, en fait, non. Avec la Protec 6. Avec la Protec 6 en plus, qui le rend un peu plus résilient, en fait, non, t'as pas envie. Et comme tu l'as dit, nuée de Vénimion, tu fais du BM, plus de fin de n'importe quel tour, tu fais du BM, c'est beaucoup de BM. Donc, et puis en plus, c'est un pion. Ça veut dire que tu peux pas le loquer, tu peux pas le détruire. Donc en fait, sauf sur un 1, bon, t'as une chance sur 6, mais bon. Voilà, faut pas faire de 1, quoi. Bon, du coup, on va prendre... Non, voilà, donc c'est pas un problème. Oui, toi, c'est pas un souci. Par contre, pour moi, c'est problématique. Bon, du coup, on a quoi? Ou, effectivement, que tu enlèves la protection si tu joues contre du Stormcast, du Nurgle, ou de la mort aussi. En fait, c'est ça que moi j'aime bien dans Spearhead, ce côté de on sait qui on affronte, donc, et on va pouvoir s'adapter. Donc principalement, on va partir sur du nuée de Vénimion, mais si jamais vous affrontez, par exemple, comme disait Lucas, du Stormcast, pourquoi pas jouer brutalité sauvage, c'est pas déconnant. Ouais, exactement. Maintenant, Protec à 5. Oui, voilà, Protec à 5, les cheaters et tout, ouais. tu les laves, clairement. Donc, c'est Blight aussi, hein. Bon, du coup, les gars, je fais comme tout à l'heure, je lis tous les War Scrolls, vous me dites oui, non, ce qui est bien, ce qui est pas bien, on va essayer d'enchaîner. La meute de sang solaire, il y a 3 figurines, et chaque figurine a 3 points de vie, save à 4, donc en fait, on a 9 PV. Save à 4. Exactement. Donc c'est pas mal. Et le contrôle 1, ça veut dire qu'on aura contrôle 3 quand notre team est au comblé avec un mouvement de 5. Voilà. On a 3 attaques en 3+3+, per.1, dégâts 2, donc en fait, ça te fait pareil, 9 attaques en 3+3+. Mais c'est un truc de ouf. Oui, quand on le lit bien, effectivement, on se dit, en fait, le profil est dégueulasse sur le papier quand tu le lis comme ça, mais après, quand tu dis que les deux gars sont équipés de la même arme de Célestine, en fait, ça fait 9 patates en 3+3+, perf-1, dégâts 2. C'est plus fort que le chef Iron Joe. Oui. Plus que le chef Iron Joe, effectivement. Et là, c'est super fort. Hein. C'est super fort. C'est très fort. Et il a un puissant de contrôle. Donc, en gros. Ouais, c'est ça. Ensuite, ils ont
un petit passif. Ouais, et il a, ouais, bah, le chef Iron Joe est aussi balèze. Mais là, ça tape bien. Donc, on a protecteur écailleux. Tant que cette unité inclut un sang solaire, ignorez le premier dégât censé être alloué à cette unité à chaque phase, les gars. Et ajoutez un au score de contrôle de cette unité. Mais c'est n'importe quoi. Si tu non, mais attends, parce que... les petits, ah ouais, non, mais c'est imbouffable. Hein. Il y a des trucs qui mettent -1 à la touche en plus, donc... Parce que au final, ça fait un score contrôle 4. On a une unité qui a 9 PV. Bon, bref, franchement, c'est super fort. C'est super fort. Voilà. Bon, on enchaîne. Beuglement sauvage, votre phase de héros. On choisit comme cible l'unité amie visible et entièrement à 12 de cette unité. On jette 2 dés sur 3 plus les armes de mêlée. On crit 2 touches pour le restant du tour, y compris les armes de compagnon. Donc, trop bien. Et sachant que sur AOS, on est visible de soi-même, c'est pas comme Warcry, on peut s'auto-viser. Oui. Et surtout que ça marque les armes, donc le tir aussi, par exemple, pour les tireurs. Ouais, effectivement, oui. Donc ça booste tout le monde. Du coup, ça va être intéressant avec les compagnons. Ouais. Du coup, ça va être intéressant. C'est tout. Y compris, ouais, non, tout. Non, c'est pour ça, crit de touche, on y va, hein. Clairement, c'est bonus. Bon, en fait, entièrement à 12, mais bon, ça se fait bien. Ouais, carrément, bah, c'est Spearhead. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le rejeton de Shotek, 8 PV, save à 5, contrôle 1, mouvement de 5. De toute façon, on a mouvement de 5. Ah non, pas avec tout le monde, parce qu'après, ça bouge bien. Ah. Donc, ça bouge bien. Crachat de feu caustique, portée 16, une seule attaque, en 4 plus de plus, perd -2 dégâts, D3 plus 3, et c'est pas déconnant. C'est un bon canon, mine de rien. Et ensuite, on a mâchoire... Plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on a mâchoire brûlante, 3 dés d'attaque, 3 plus, perd -2 dégâts, 3. Et il envoie du steak aussi, hein. Ah ouais, non, elle tabasse, hein. C'est pas la bande. Ouais. Ensuite, on a... Alors, il a le mot-clé bête, mais là, ça change pas énormément. Il a le mot-clé skink. Et il a le mot-clé skink. Donc, acolyte solaire. Cette unité a 3 acolytes qui sont des pions. Ajoutez 1 au score de contrôle de cette unité pour chaque acolyte qu'elle a. Si elle n'a aucun acolyte, elle a un score de contrôle maximum de 1. Chaque fois que vous faites un jet de sauvegarde non modifié de 1 pour cette unité, retirez un de ces acolytes du champ de bataille après l'aptitude d'attaque qui a été résolue. Le dégât est bien sûr quand même infligé. C'est juste que si vous faites un 1, vous perdez un score de contrôle. Ok, ça m'a l'air pas mal ça comme unité. C'est pas mal, effectivement, c'est dommage qu'elle arrive au round 3, hein. Ça je te cache pas, mais bon, c'est comme ça, c'est bon, le tir, c'est un sniper, si ça touche, bah ça fait très mal, hein. Ça peut faire 6 dégâts d'un coup, donc perf -2, il n'y a pas grand chose effectivement qui peut sauvegarder ça, donc non, ça peut être une unité un peu sniper, et puis au corps à corps, bah, ça défonce tout, quoi. Et si tu lui mets le crit de touche, bah, qui est faire des blagues, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tour 3, on a souvent des unités où on reprend un objectif, on peut pas bouger et l'unité sert à rien. Ouais. Bah là, en fait, on pose notre sniper au T3 et boum, il peut aller mettre 6 de dégâts sur une unité qui a un objectif ou un objectif contesté avec une autre de tes unités et te permettre de récupérer le contrôle. Donc, elle arrive au T3, mais elle est plus utile qu'une unité genre... dans les Stormcast d'Inbrasta, les 3 gros que tu mets sur un objectif, il bouge pas. Ouais, ça va. Là, il y a une utilité. Voilà. Et puis elle bouge de 5 après, donc c'est bien. Je suis d'accord avec votre analyse, c'est très très vrai. Ensuite, on continue avec les guerriers Saurus, donc 2 points de vie save à 4, 2 dés d'attaque, 3 plus, perd -1, dégâts 1. Ils ont quand même 2 points de vie, soit 20 PV parce qu'ils sont 10. Et en plus, ils ont un super passif. Cohorte ordonnée, ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour cette unité tant qu'elle conteste un objectif que vous contrôlez. Alors ça, c'est une grosse enclume. C'est quand même une grosse enclume. 20 PV. Voilà, c'est une grosse enclume et puis bah, ça fait très mal. Hein, parce que moi qui ai joué énormément la première des Saurus, quand tu balances rien que 5 Saurus, c'est du 3+, perf -1 dégâts. Hein, et c'est pas dégueu. Donc là, balancer quand même 20 beignes en 3+, c'est pas des squelettes, quoi. Hein. À 20 PV sur un objectif, c'est beaucoup. C'est très très bon. Ensuite, on continue avec les chasseurs Yunchi, notre petite team Warcry, mouvement 8.
Sauvegarde à 6, santé 1, contrôle 1. Ils ont une petite Sarbacane, 2 dés d'attaque, 3+3+, dégâts 1. C'est pas mal, hein, portée 10. Non, c'est très très bien. C'est bien. Par contre, au corps à corps, ils sont nuls. Ils ont une attaque en 4+5+. Ils sont pas là pour ça. Mais comme a dit... Ouais, mais par contre, comme tu as dit, Marc, eux, l'avantage, c'est que, ok, ils arrivent au T3, mais ils peuvent tirer. C'est ça. Et ça, c'est cool. Et donc, ensuite, ils ont n'importe quelle phase de tir, le poison stellaire. Choisissez comme cible l'unité ennemie qui a eu un ou plusieurs dégâts alloués à ce tour par les attaques faites avec les Sarbacanes de cette unité. Jetez un dé. Sur 2+, soustrayez un au jet de blessure pour les attaques de mêlée de la cible pour le restant du tour. Alors, moi, je trouve ça vraiment bon. Oui, c'est une bonne petite unité assaillante comme ça, là, qui vient de partout, qui te shoot. Vraiment, ça peut vraiment t'embêter. Et en fait, ça te permet de tanker puisque tu enlèves un à la blesse. Donc tu peux emmener une cible vers elle, c'est pas grave. Tu vois. Les trolls qui passent de 4+2+ en 4+3+, ça change d'attaque, ça diminue la létalité. Comme beaucoup de choses. Dès que tu enlèves du -1 à la touche ou -1 à la blesse, tu ressens énormément. Combattre les deux. Ouais. T'as -1. C'est pour ça. Donc tu peux envoyer tes raptors au corps à corps sans trop craindre de grand chose. C'est une bonne unité. Ensuite, on finit avec... unité, on finit avec les Théraptères. 2 points de vie, bouge de 12. 5 en sauvegarde. On a les Becs Claqueurs. 3 attaques en 4+4+, dégâts 1. Ils sont 3, donc bon, c'est pas... Ils sont pas là pour... C'est pas des foudres de guerre. Mais prise de contre, 12 de move. C'est ça. Voilà. Et ils ont le keyword vol, ils vont pouvoir voler. Et ils ont hurlement perçant. Choisissez comme cible l'unité ennemie qui est en mêlée avec cette unité. Jetez un dé sur 4+. Soustrayez un au jet de touche pour les attaques de mêlée de la cible pour le restant du tour. En fait, je trouve que eux ils sont bien combotés avec une autre unité qui va au corps à corps. Comme ça, on met un malus. Et c'est ça qui est bon, c'est que l'adversaire aura notre malus. Nous, derrière, par exemple, on a des guerriers Saurus qui vont encore mieux tanker, qui vont pouvoir taper sur cette unité. En fait, on a plein de malus. On va pouvoir mettre -1 à la touche, -1 à la blesse. Waouh. Ah ouais, non, c'est très fort. C'est très fort. Voilà, elle est populeuse, elle peut être partout, elle arrive au rang de 3, donc ça veut dire que si tu laisses ton objet derrière et que tu avances, tu vas te le faire choper direct, donc en fait, tu es obligé de laisser un peu de ressources derrière. Elle est violente, et elle est différente complètement de la première, mais vraiment, l'ADN sert à fond, c'est très sympa. Je la trouve comme la Spirette d'avant, en fait, il y a 2 unités qui font bloc entre le général et les guerriers Saurus, c'est vraiment un marteau facile à jouer. Et après, les autres unités vont nécessiter un petit peu d'adaptabilité et de développement de son gameplay pour les perfectionner. Mais ça reste une bonne base. 13 figurines costauds, qui tankent, qui tabassent. Ça permet de faire des erreurs et de se rattraper, en fait. C'est ça qui est cool. Bon, ils aiment pas le renfort pour les séraphons, mais ils veulent pas, en fait, là, je pense qu'ils en ont pas besoin, et je trouve la Spirette super intéressante à jouer. Alors, moi, je l'ai pas testé, mais je la trouve sur papier, elle a l'air super intéressante. Même question que tout à l'heure. Là, vous l'avez pas testé celle-ci, mais encore. Vers où vous la verrez. Milieu de tableau, haut du tableau. Elle nécessite quand même un peu de prise en main. Moi, je la mettrais en haut de A. Tu vois, en classé A. Tu vois, pas tiers S, mais un classé A, milieu A, quoi. Parce qu'elle va nécessiter... Elle peut vraiment surprendre. Elle se positionne partout. Il y a de la population. Ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Parce que des dégâts 2, des dégâts 3, toujours les BM en fin de tour. Enfin, voilà. Il y a de la BM, il y a de la -1 à la touche, il y a -1 blesse. Ça quand même, ça soustrait 1 de dégâts sur le chest à chaque tour, donc ça lui rend de la résilience. Sincèrement, elle peut vraiment, vraiment être sympa. Ils ont fait un truc bien équilibré encore. C'est propre. Ah ouais, carrément. C'est pas pété, mais c'est sans une maturité en fait dans ces 4 nouvelles spirales. Ils ont bien bossé. Carrément. Et du coup, on va enchaîner avec les Ossiarch Bone Reapers. Alors, ça, on est vraiment sur une team super élitiste. Et on va répondre à la fin aussi à un commentaire d'une personne qui nous suit sur la chaîne par rapport à un problème de contrôle des Ossiarch. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, là on a un général en mortisant,
On a 3 gardes Immortis, 3 rôdeurs de la Nécropole et 2 Morghast Arcaille. On a le trait de bataille Héros de Nagash. C'est bien parce que je découvre, je les ai pas lus. Votre unité de Morghast Arcaille n'est pas placée pendant la phase de déploiement. Elle la passe à partir du 2e round de bataille. Elle peut utiliser l'aptitude suivante. Pareil, piquer de la peur. Donc on va pouvoir la placer n'importe où à plus de 6 des unités ennemies. Là, c'est le tour 2. Moi, les arrivées au tour 2, je trouve ça vraiment très très bon. Parce que... Très fort. C'est même plus fort, je pense. Bah oui, c'est trop... En fait, l'arrivée au tour 2, c'est trop fort parce que l'adversaire, il se dit, si j'avance trop, il va venir derrière. Voilà, en fait, ça bloque le premier tour de l'adversaire. Mais à la fois, bon... T'aurais kiffé d'avoir T1 et de faire une fast strike avec ces machins-là quand tu vas voir le profil. Ça aurait été trop fort. Clairement, non, mais... tout ce qui touche, il l'ouvre, hein, clairement. Donc, bon, mais tour 2, ça les rend pas des bons. Non, mais c'est très bien. Moi, j'aime bien le côté du fait qu'ils arrivent T2. Et puis, je les connais de Age of Sigmar, je sais qu'ils font très très mal. Bon, alors du coup, ils ont discipline inflexible. Une fois par phase de notre armée. Choisissez comme cible une unité amie. Faites un jet de discipline d'un des 6. Ajoutez 1 au jet si la cible est entièrement à 12 de votre général. Sur 4 ou plus, on va pouvoir choisir un des effets ci-dessous. Il va falloir s'en rappeler pour la suite. Le premier effet, plus 2 à la caractéristique de mouvement pour le restant de la phase. Deuxième effet, ajoutez 1 au jet de charge pour la cible. Troisième effet, ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques de mêlée de la cible pour le restant de la phase. Et le dernier, la cible a une protection à 5 pour le restant de la phase. C'est pas mal les buffs. Hein. C'est très très bien, c'est très fort. C'est très... c'est couteau suisse en fonction de la situation, c'est vraiment... Tu fais tout. On enchaîne du coup avec les aptitudes de régiment. Vous me dites celle que vous préférez. Le premier, cohésion inégalée. Vous pouvez utiliser cette aptitude discipline inflexible une seconde fois à cette phase, mais vous devez choisir une cible différente de la première. Donc en fait, on va pouvoir mettre 2 disciplines. Donc une protection à 5 sur, j'en sais rien, les Morghast, et 1+1 aux blessures sur les gardes Immortis, par exemple. Donc alors moi, comme je la lis, c'est que tu vas pouvoir choisir une phase et la mettre sur 2 unités. Donc c'est 2 protec à 5. Ou 2 fois plus de mouvement parce que c'est je vois une fois oui c'est vrai réaction t'as raison une fois à cette phase donc tu peux pas non plus faire full couteau suisse. Par contre si t'as un mur tu peux leur mettre 2 unités à +5 de sauvegarde. Moi je le lis comme ça non mais c'est exactement ça, c'est réaction. Vous avez annoncé l'aptitude donc c'est exactement ça effectivement. Effectivement parce que t'as pas le choix. Et la suivante, commandement impeccable, ajoutez 1 à vos jets de discipline. Donc au lieu de l'avoir sur du 4+, on l'aura sur du 3+. Alors ça, pour quelqu'un comme moi qui fait pas des bons jets, c'est mieux de partir sur ça. Bienvenue au club. Voilà. Et même moi qui fais des bons jets, je l'ai prise parce qu'en fait tu fiabilises. Et qui dit fiabiliser, au moins tu es sûr que ton truc ne te sert pas à rien pendant ton tour. Et c'est vrai que je l'ai jamais manqué sur les 4 tours. Parce que des fois, c'est cumulatif. Hein. Donc en fait, si tu es à 4+ de base, tu passes à 3+ si tu es dans les 12 de ton chef, et tu passes à 2+ en gros si tu as ton ajouté 1. Donc en fait, t'es sûr de le passer. Et on va faire 2, hein. Ça combote avec les Morghast aussi. Qui ont un petit twist sympa dans leur capacité. Donc, il y aura toujours du 2+ ou grand max du 3+. Donc en fait, sûr de passer. On y reviendra, mais la partie qu'on a faite, cette bande, comme on dit, elle est élitiste, chaque perte compte. Oui. Donc le deuxième pour avoir 2 protec à 5 ou 2 mouvements de charge pour venir bloquer, ça pas mal. C'est pas mal non. Les 2 se valent. C'est ça. La stat. On va faire 10 parties et voir 5-5 et voir ce que ça donne. Là c'est un peu tôt, mais les 2 sont bien. C'est ça. Okay. Contrairement aux 2 premières, là les 2 sont bien. Ok. On enchaîne avec l'optimisation qu'on va pouvoir donner à notre général. Le premier, phase de héros, tempête d'éclat. Choisissez comme cible une unité ennemie visible à 12 pouces. Puis faites un jet de lancement de 2d6. Sur un 7+, jetez autant de dés que le nombre de figurines de l'unité. Sur chaque jet de 5+, c'est 1 dégât mortel. Et c'est fort ça. C'est comme le sorcier des Stormcast. Ça c'est fort contre du populeux. Contre l'élite. Populeux, exactement. Ensuite, raccommoder les amalgames.
Donc phase de héros, pareil, choisissez comme cible l'unité amie, visible et entièrement à 12 de votre général. On fait un lancement de sort de 2d6 sur 6+, soigné D3 à la cible. Dans une team élite, je trouve que c'est pas déconnant. Même il faut le prendre. Okay. C'est vraiment... C'est très fort parce qu'en fait, toutes les unités ont 4 PV. Donc en fait, si tu soignes 3 PV d'un coup, en fait, tu vois, il y a beaucoup de soins comme ça dans Spearhead qui fait D3, mais souvent tu soignes des unités qui ont 2 PV. Donc en fait, il n'y a pas trop cette utilité-là. Là, vraiment, chaque unité a 4 points de vie. Donc chaque perte, et c'est de la létalité à l'état pur. On a envie de garder chaque PV. Et au prochain tour, le contrôle, vaut mieux garder un maximum de figurines. C'est ça. Lucas, la partie qu'on a faite, t'avais pris la tempête d'éclairs. Éclat. Je l'ai pas réussi une seule fois. Et il a pas réussi une seule fois. Et par contre, recommander l'amalgame. Ça m'aurait fait du bien. Oui. Ouais, parce qu'en fait, il faut être ennemi visible à 12 pouces. Donc si, vu que j'ai joué contre ces cities, j'avais pas envie de me mettre en pleine ligne de mire. Donc en fait, je me planquais dans des murs, sauf que je voyais personne. Donc en fait, j'ai pu le faire une seule fois et j'ai fait un 6, je crois. Donc voilà, j'ai raté. Oui, okay. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le raccommoder, tu mets ça derrière une unité de 3 et tu les soignes. Contre Skaven, ça va être très fort la tempête. Voilà, c'est ça. Si t'as vraiment du populeux, tu vas claquer 3, 4 BM en stats. Ça te permet de reprendre... d'éclater la masse, gros socle. Et c'est en phase de héros, donc ça peut te libérer, par exemple, tu vois, si t'étais engagé avec 2-3 personnes, tu fais ça sur une blague et tu fais tes BM, et l'autre peut charger plus tard, quoi, sur une autre cible. Mais bon. Mais la taille des socles va être très importante dans cette saison de Spearhead. Ouais, plutôt. Oui, parce que moi j'ai constaté... Pour moi, le soin Attends, les gars, on n'a pas fini les autres. Ouais, mais le soin. Les autres, c'est de la merde. Ok, j'ai compris. Alors, on finit vite fait. Filon de saturation. Soustrayez 1 à la caractéristique de perforation des armes de mêlée utilisées pour les attaques de mêlée qui ciblent le général. Je pense qu'on va jamais le jouer. Et Home de tyrannie. Choisissez comme cible une unité ennemie à 12 pouces de votre général et jetez un dé sur 3+. Soustrayez 3 au score de contrôle de la cible pour le restant du tour. En fait, il y a une fois par tour. Une fois par tour, tu le prenais. Une fois par bataille. Une fois par bataille. En fait, pour moi, tu le mets sur du 2+. Tu le mets une fois par tour et on le prend. Et ouais. Bien sûr. Là, oui. T'as surligné, t'as mis. Ouais. Non, mais complètement. Si c'était comme ça, oui, il fallait le prendre. C'est pour les mecs comme moi qui font que je te dis, qui font que des 1 et des 2, tu vois. Des 1. Voilà. Sur du 2+, ça va, ça peut passer, tu vois. Ça va. Sur 2+, on peut y arriver. C'est pour ça. Non. Le soin est mieux. Pour les goûts, et tout sur du 4+ ou du 5+. Voilà. Ouais, non, mais Lucas. Bon, on enchaîne avec les profils. On a en leader le Mortisan Ossifacteur. 3 attaques, 4+4+, dégâts 2. Il bouge de 5, 4 en sauvegarde, 2 de contrôle, santé 5. De toute façon, il n'est pas là pour ça, il a une ward à 6. Il est sorcier et il a l'aptitude création affinée à votre phase de héros. Choisissez comme cible l'unité amie visible et entièrement à 12 de cette unité. Faites un jet de lancement. Sur 5+, les armes de mêlée de la cible ont crit de tout jusqu'au début de votre prochain tour. C'est très bon ça. Ça, c'est vraiment... Oui. Sur du 5, buffer. Sur du 5, tu lâches chaque fois tout le temps. C'est pas dans Spearhead. Ah ouais, en termes de sort, c'est le plus bas. Même il y en a... Oui, 5+, c'est le plus bas. Ça, vous le mettez directement sur des Morghast. Et c'est un délire. Ah, c'est la violence. C'est sur 2D, donc c'est même avec... T'as une chance sur 3 sur 1D de le faire, t'imagines. C'est faisabilité, c'est tous les tours, tu sais que t'as une de tes unités, elle a crit de touche. Faut juste les 12 pouces, clairement. Ouais, mais vu que t'as le soin, tu restes aussi dans cette bulle de 12 pouces tout le temps. Une fois les gros socles, rappelle-toi, t'as joué des tours. Ouais, mais je l'ai planqué, donc c'est pour ça. Oui. Il y a trop de tirs en face, mais sinon tu vas le suivre. Puis si l'autre arrive en face, écoute, il y a une petite ligne sur les gardes Immortis qui sont sympas. On enchaîne du coup avec les fameux gardes Immortis. Bouge de 5, santé 4, sauvegarde à 3+, contrôle 1. On va avoir l'albarde d'effroi, 3 attaques 3+, perte -1, dégâts 2, protection à 6 bien sûr. Serment de protection, votre général a une protection de 5+, tant qu'il est à portée de mêlée de cette unité. Alors on aurait aimé avoir la 5+ aussi sur eux, mais eux l'ont pas. Eux ils restent à 6. Mais ils sont déjà... ils sont déjà ultra forts.
déjà ultra forts. Ouais, 3, une protec à 6. Ah ouais. Ils ont mis une save à 4. Avec 4 PV. Non, c'est l'unité qui a résisté le plus. Hein. Clairement, c'est tanky. Ouais. C'est ultra tanky. Avec du soin, ça aurait été encore plus fort. Donc, ouais, non. C'est vraiment l'enclume. C'est l'enclume, quoi. Ouais. Bah, ouais. Tu la poses et... Je pense qu'il y a plein d'armées qui ne pourront absolument rien faire contre cette fer de lance. Je pense qu'il y a plein d'armées qui... Il y a des choses qui peuvent... Ah ouais, non, il y a des bandes qui peuvent rien faire. Je pense... Il y a beaucoup de bandes qui peuvent se balader, hein, clairement, contre ça. Mais les teams qui manquent de létalité, ils vont avoir du mal. Bon, bref. On enchaîne avec les rôdeurs de la nécropole. Eux, ils bougent de 6. Ils ont une sauvegarde à 4 par contre. Ils ont 4 dés d'attaque. En 3+3+, perf -2, dégâts 1. Oui. Ça c'est trop cool. Ça, c'est vraiment trop cool. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ils ont leur aspect qui... ils ont le changement d'aspect. Choisissez un des effets suivants. Donc ça, c'est n'importe quelle phase de mêlée. Donc la phase de mêlée, c'est avant de commencer les corps à corps. On va avoir l'aspect de la parade. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques de mêlée qui ciblent cette unité. Trop fort. Et aspect du destructeur. On ne peut pas faire de jet de protection contre les dégâts infligés par les attaques de mêlée de cette unité. Trop fort aussi. Donc c'est une unité qui est vraiment balèze. Sachant qu'on peut les faire blesser sur du 2+. Donc on a en fait... on a 12... Ah, c'est des déchiqueteurs. Ah ouais, on a 12 attaques en 3+, potentiellement 2+, perf -2, dégâts 1, enlève les protections, ça compte du Stormcast. C'est super violent. Ouais, le perf -2. Ah ouais. Mais stats, à chaque fois, je te faisais 4-5 dégâts en moyenne. 4-5 dégâts, ça passait à chaque fois. Donc, Et puis c'est surtout que derrière, on peut pas répliquer. Bah non, c'est le moins à la touche. Si tu as quelque chose qui touche sur du 4+, genre une horde de squelettes ou un truc comme ça, en fait, c'est là qu'on a vu 0 de dégâts. C'est là qu'on a vu la létalité du crit mortel sur les chasseurs. Il a engagé mes chasseurs. Moi, j'avais crit mortel. C'est ça qui a fait la Et il en a perdu un très vite. Et après, on était tous les deux englués, mais... Après, je perdais des mecs. Je perdais 5 mecs parce que bon, moi j'avais renfort. Donc... Voilà. Mais c'est-à-dire que c'est très 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 difficile à tuer avec le -1 à la touche. On le sait, c'est un des trucs les plus forts du jeu. C'est toutes les cibles, hein, c'est pas cibler juste une seule, c'est toutes les cibles qui sont engagées avec. Donc c'est vraiment embêtant. Vu que les gars, c'est pas assez fort, on va passer sur les Morghast Arcailles. Parce qu'il y avait pas assez. La petite cerise sur le gâteau. Alors, les gars. MVP de la partie. Je pense que c'est même les MVP de Spearhead tout court. Parce que... Du Spearhead. Il y a pas. Ouais, je crois qu'il n'y a pas mieux comme profil. Hein. Et vraiment, des machines de guerre. Mais en fait, ils ont absolument tout. Ils bougent de 10. Tout ce qu'il faut. Ils volent. Une protec à 5. Ils ont une protec à 6. Ils ont une sauvegarde à 3. Ils ont 6 PV. Et ils ont un contrôle 2. Les mecs, ils sont monstrueux. Et attendez. Et ils volent. Et ils ont vol. Ouais, ils ont vol, c'est ce que j'ai dit. Ils ont armes spirituelles. Les gars, 3 attaques par profil. 3+, 2+, perf -2, dégâts 3. Donc vous allez balancer 9 tatanes qui touchent à 3, qui blessent à 2, qui font perf -2, qui ont dégâts 3. Tatanes. Ils sont que 2, ouais. Ah, ils sont que 2 ? Ah oui, ils sont que 2, pardon. Ah oui, ils sont que... Autant pour moi. Ça fait un potentiel de 18 de dégâts en perf -2, bon. Autant pour moi, parce que je me suis trompé sur la photo, j'ai confondu avec le leader. Mais effectivement, ils sont que 2. Heureusement que vous êtes là pour attraper mes boulettes. Hein. Et ils ont l'aptitude... J'ai attaqué, ça les détruit. Tu m'étonnes. Et je les ai même tapés 2 fois dans un tour, donc bon, allez. Bah oui, parce que ça, c'est les nouvelles cartes. En fait, je trouve que la nouvelle saison, elle est très portée élite. Du moins, on peut faire pas mal de combos avec les troupes élites, taper 2 fois. C'est ça. Surtout que là... Très létal. C'est ça. Et punitif, ouais. Bon, vous me donnerez votre avis à la fin. Et puis, on finit avec l'héros de Nagash, donc leur aptitude impassif. On va pouvoir ajouter un au jet de discipline pour cette unité, tant qu'elle n'est pas entièrement à 12 de votre général. Donc, si on prend l'optimisation dont on avait parlé, on pourra toujours le faire sur du 2+, donc c'est trop bien. C'est ça. Voilà. Donc, tu fiabiles. Vous n'avez déjà pas besoin de ça. Ouais, voilà. Mais en gros, tu leur mets... Ils ont une charge à 6 sur le papier. Là, tu leur mets -1 à charge. Tu fais une charge à 5, tu fiabilises encore plus ta charge et qu'ils arrivent dès le T2 à pouvoir attaquer. Donc,
Parce que William, toi qui fais des jets comme moi, hein, les charges On à se 6, comprend. Voilà, charge à 5, ne peut pas faire moins. Quoi. Attends, moi j'ai 3, mais on peut faire double 1. moi j'ai déjà fait charge à 3. Donc charge à 3, tu fais un double 1, tu claques un point de commandant sur Edge of Sigmar. Je l'ai déjà vu. Et je refais un double 1 derrière. Ah non, la stat elle est impossible quoi. Je suis un champion du monde moi. Ah ouais, là tu peux pas faire moins. Bah là, bon, alors, charge à 5. On se battra, William. On se battra sur la Shkumon. J'ai hâte de jouer contre toi. Ouais, c'est vrai, là. On verra Ça va être sympa. Il restera toutes les filles sur la fin de la partie, ça va être sympa. Bah, vous avez fait quoi? Bon, on s'est regardé. On a fait des petites photos, des petits dioramas. Du coup, cette Spearhead, vous la placez où? Vous la mettez où cette Spearhead, les gars? Je vais pas la mettre en top tier. Non. Elle est forte. Quand on la lit comme ça, en fait, on se dit, waouh, mais c'est trop fort. Quand tu l'as dans les mains, c'est ultra punitif. La moindre erreur que tu fais, que tu perds un mec, bah, c'est violent. Parce qu'en fait, tu comptes que pour déjà de 3 maximum. Donc, tu comptes pour 2 si tu perds un mec. N'importe quelle unité bah, est au-dessus. Donc, en fait, c'est très dur. Elle est létale par le biais des volants. Mais les autres, tu vas faire 4, 5 de dégâts, 6 dégâts. Ils sont pas à 5, ils sont que 3 par unité. Oui, en fait. Et en fait, ils ont des belles stats, mais pour moi, c'est pas létal. Tu vois, donc en fait, il y a que les 2 volants qui vont faire la game. Moi, ils m'ont sauvé de toutes les. Bah voilà, tu charges, je détruis tout, je reprends les points, je m'occupe de machin. Et en fait, c'est eux qui s'occupaient de tout. Mais t'as même pas envie de les cibler parce que si peuvent. Save à 3, en fait, tu te dis vas-y, frappe-moi, parce que je vais gérer autre chose que je vais pouvoir mettre des points ailleurs, parce qu'ils vont t'ouvrir n'importe quoi. Ils détrônent les trolls en termes de létalité. Là où les trolls sont plus résilients, mais là, t'as même pas envie d'aller les taper. Non, mais c'est ça. Alors, les trolls, tu mets une unité dessus, tu vas les tanker. Ça, tu peux pas. Tu peux pas. Ça bouge de 10, donc il peut te chercher ce que tu veux. Avec le vol, si elle avait pas cette unité, elle serait éclatée, mais avec celle-là, ça la rend viable. Mais pour moi, je la mets en A ou B ou milieu tableau. Et du coup, en termes de... Parce que dur à maîtriser. Pour répondre, si tu veux répondre maintenant au problème de l'OC, c'est vraiment un gros problème. Le problème d'OC, en fait, il faut vraiment gérer ça différemment. Il faut détruire très rapidement et empêcher en fait que la personne se mette sur le point. Si elle se met sur le point, tu pourras rien faire. Non. Si tu mets, je sais pas, une dizaine de gobelins ou une dizaine de scaven, tu peux jamais reprendre le point. Il n'y a que les 2 gros volants qui vont pouvoir les squeezer. Sinon, ils vont en éliminer 3-4 à chaque fois. Ils vont revenir par 2-3 et tu perdras toujours le point. Et je disais que la taille des socles était importante. C'est que des gros socles. Ouais. Donc, on verra que les décors ont un impact important sur cette saison. Il faut vraiment bien réfléchir à son placement de décor. Là où à la S1, s'en foutait de placer ces décors. Là, il faut faire gaffe. Et avec des gros socles, c'est plus dur parce que sur un des terrains, les objectifs sont plus petits. Ouais. Donc ça favorise les petits socles et ça pénalise les gros socles. Donc il faut faire attention. Là, on est vraiment dans de la micro-stratégie. Oui, on peut se faire punir en termes d'océan par des gobes. Hein. En termes ouais. Donc moi, par rapport à ma partie que j'ai fait, effectivement, si je devais changer, je mettrais le soin et je collerais les gardes immortis avec le chef. Comme ça fait un score de contrôle de 5. Protection sur le chef, tu heals un petit peu ton truc, et après tu t'envoies les 2 autres pour essayer de saccager ou d'emmerder. C'était une des parties les plus serrées qu'on a fait à 20-18, alors qu'on maîtrisait pas les 2 bandes. Ouais. Moi j'avais les cities, et honnêtement... C'était dur à gérer, parce que toute la bande a renfort, donc en fait ce que je détruis ça revient, il avait la carte en plus pour se téléporter à l'autre terrain, je m'y attendais pas, donc il m'a pris le point dans le dos, donc vu que t'as pas beaucoup de monde, t'avances tout, parce que t'es obligé d'avancer, en fait c'est très dur. Ouais, contre des bandes populeuses, c'est l'infernal. C'est pour ça que tu peux pas la classer en tier S. Non, clairement, elle est... Entre de bonnes mains, elle est S. Elle peut gérer des bandes très facilement, effectivement, mais d'autres se faire éclater. Hein, clairement, elle pourra rien faire. T'imagines ça va demander une certaine maîtrise, quoi. Oui, c'est ça. Bon, on va terminer, les gars, avec toujours de la poésie, parce qu'on finit avec les ogres. Oui. Et pour avoir déjà affronté l'ancienne team des ogres, c'est quand même très fort. Donc on va voir celle-ci. Je ne l'ai pas lue, je la découvre avec vous. On a un général trappeur avec 3 pions de gnoblard, un pion de croc de givre et un pion de piège. Le pion de piège de cette unité n'a aucun effet, sauf si vous donnez l'optimisation vilain piège à votre général. Ok. Ensuite, on a 2 unités de ventre dur, 2 unités de ventre dur, 4 ventre dur,
12 Gnoblar et un lance-ferraille Gnoblar. Là, comme ça, en visu, je la trouve vraiment stylée. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur les traits de bataille? Mieux vaut tard que jamais. Une unité de ventre dur de 2 figurines et une unité de ventre dur de 4 figurines ne sont pas placées pendant la phase de déploiement à la place au 3e round. L'unité de 2 ventres durs qui n'a pas été placée pourra se déployer. Et au 4e round, l'unité de 4 ventres durs peut utiliser l'aptitude 6 contre. Placer cette unité entièrement en territoire ami et entièrement assis du bord du champ de bataille et hors de mêlée. Et ça s'appelle On va au charbon. J'aime bien le nom. Mais par contre, là, ça veut dire qu'on commence la game avec un général, 2 ventres durs, 12 Gnoblar et un lance-ferraille. Voilà. Est-ce que c'est pas... quand même costaud. C'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Ok. Alors, bah, oui et non. T'aimerais avoir 3 plutôt que 2. Mais quand tu vas voir les stats, tu vas dire heureusement qu'ils ont fait ça. Ouais, heureusement qu'ils ont fait ça parce que les ventres durs. Ouais, mais ils auraient dû faire ronde 2 et ronde 3 plutôt que ronde 4. Tu rates ta charge au ronde 4, bah tu restes plan. Hein. Ils ont rien fait de la partie, les filles. En fait, c'est ça que j'allais te dire, c'est que ça aurait été, je trouve, alors peut-être que c'est trop fort, hein, mais je pense que ça aurait été plus sympa, moins frustrant pour le joueur de se dire qu'ils vont arriver tour 2, tour 3 et pas tour 3, tour 4, parce que tour 4, peut-être que c'est une unité qui va servir à rien. Pour mettre, tu vois, 3 dès le début des ogres et 3 au round 3, tu vois, plutôt que de mettre 4 au round 4. Tu vois, un truc équilibré, mais quand tu vas voir les stats, tu te dis, bon, ça a dû être bien calculé comme ça, parce que c'est vrai que bah, c'est la violence. Hein. Ok. Et le passif aussi. Le passif des ventres durs. Ouais, bah tu vas voir. Ok, allez, c'est la découverte. Optimisation, aptitude de régiment, pardon. On est sur le premier, on n'a pas une vie facile. Ils sont en train de se plaindre. N'importe quelle phase de héros, choisissez comme cible unité de Gnoblar ami à portée de mêlée de votre général. Du coup, je comprends pourquoi on n'a pas une vie facile. Jetez un des 3 sur 2 plus soignez X à votre général où X est égal au G. Une figurine de l'unité de Gnoblar ciblée et tuée. Ok. C'est pour ça qu'ils n'ont pas une vie facile. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Et passif, artillerie frénétique. Si le jet de charge non modifié pour un lance-ferraille est de 6+, ajoutez 3 à la caractéristique d'attaque de ses armes de mêlée, de ses armes de combattant pour le restant du tour. Ça m'a l'air pas mal ça. Vous préférez lequel des deux? Non, le premier. Ok. Pourquoi? Parce qu'il faut l'expliquer. Déjà, c'est n'importe quelle phase de héros. Ça veut dire que ça peut être à la phase adverse. Donc si tu as pris un peu de tarif au tour d'avant, tu peux te soigner pendant le tour de l'adversaire. Donc là, déjà, c'est super fort. Tu vas voir que les statistiques du chef, on va dire, sont bien, mais ça la rend beaucoup plus fort. Et bah, l'artillerie frénétique, bah, tu vas charger combien de fois avec ta bestiole dans la partie? Tu vas voir ses caractéristiques de tir, bah, tu as envie de la garder au tir, et en fait, elle va charger qu'une fois. Donc en fait, bah... Bof. Alors oui, c'est bien, tu vas gagner 3 attaques, mais en fait, vu que j'ai un tour, quoi. Vu que j'ai pas lu encore les profils, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Ok, donc n'importe quelle phase de héros, on n'a pas une vie facile. Je le prends dans 99% du temps, clairement. On passe aux optimisations de général. Le premier, c'est une réaction. Vous avez annoncé une aptitude de corps à corps pour votre général. Instinct sauvage. Choisissez comme cible l'unité amie qui n'a pas utilisé une aptitude de corps à corps à ce tour et qui a portée de mêlée de votre général. La cible peut utiliser une aptitude de corps à corps juste après votre général. Bon, ça c'est un classique de Age of Sigmar, mais c'est comme les elfes, très bien. C'est ça. Ça c'est très bien, ça veut dire que... Taper, en gros, c'est pas mal. Derrière. Avec les 2 ventres durs, ou même les Gnoblar, ça permet de pouvoir taper quand même avec une unité qui est pas sûre de pouvoir résister beaucoup derrière, donc tu n'as pas full effectif. Ouais, carrément. Ensuite, c'est pas mal. Ouais, je trouve que c'est sympa. Ensuite, on a le vilain piège. Une fois par bataille, votre phase de mouvement. Alors, le vilain piège, on pourra s'en servir via le petit pion piège. C'est ça. Donc, choisissez comme cible une unité ennemie qui a 12 pouces de votre général. Donnez le pion de piège à votre général à la cible. Tant qu'elle a un pion piège, chaque fois qu'elle est choisie pour utiliser une aptitude de mouvement ou de charge, jetez un dé sur 4+. L'aptitude de mouvement ou de piège ou de charge, pardon, n'a aucun effet et le pion de piège est retiré. Et c'est pas mal ça. Hein. Bah en fait, elle aurait été trop drôle à jouer et surtout en fait jouable. Non mais si elle était tous les tours. Non mais là, tu le gardes. Et en fait c'est tant que tu le donnes. Oui non mais en gros c'est un malus que tu mets sur la truc, mais en gros si elle a
détruit, enfin si elle n'a pas réussi à bouger ou charger, bah il est détruit. Donc en fait, ça va te gagner un tour sur les 4 rondes. Donc en fait, si c'était tous les tours, oui. Comme ça, tu mets ça sur une cavalerie, tu peux pas charger ou tu peux pas bouger, ça te flingue l'unité en 2 secondes. Sauf que tu vas faire qu'une fois. Et quand tu vois les 3 autres optimisations, sont pas mal, quoi. Donc celle-là, elle est gumble, elle a à faire, je pense, une fois dans une game pour te délirer comme ça. Mais pour moi, elle est pas. Le métrol, ne bouge pas. Ah ouais, on ne charge pas. Enfin, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais non, clairement. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et en dessous. Ensuite, on a un passif, +2 en santé, corpulence remarquable pour le général. Oui. Et on a chasseur vétéran, une fois par bataille, n'importe quelle phase des héros. Donc choisissez comme cible l'unité ennemie qui est à 12 de votre général. Pour le restant du tour, ajoutez 1 la caractéristique de perforation des armes de mêlée de votre général qui cible l'unité choisie. Ok. Donc sur les 4, vous préférez laquelle, vous? Corpulence ou réaction pour taper avec des unités. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre, mais en tout cas, pour moi, la corpulence, tu la couples avec on n'a pas une vie facile. Le soin, ouais. Le pépère, il a 9 PV, il peut se soigner à tous les tours, ça rend l'unité quand même chiante à sortir, quoi. Oui. Yes. Et il peut faire de blagues au cac. Oui. Ouais, là je suis en train de découvrir les profils. Donc le premier, le trappeur, le général, bouge de 6, du coup 7 ou 9 PV, ça dépend de l'optimisation qu'on lui a mis. Contrôle 5, sauvegarde 5+. Alors il sauvegarde pas bien, mais il a quand même du PV, il y a moyen de le soigner. Il est infanterie, il est héros, il a porté 12, 2 attaques en 4+, 2+, perf -1, dégâts D3, donc il envoie quand même deux petits tirs sympas. C'est du 2+, hein, donc quand tu passes tes 4, tu peux faire des blagues. Et ensuite, il a les mâchoires et le couteau. Le premier, c'est 3 attaques 4+, 3+, perf -1, dégâts 1, c'est compagnon. Et le deuxième, 4 attaques 4+, pour toucher, 2+, pour blesser, perf -1, dégâts 2. Donc mine de rien, il envoie. Et il a un passif qui est resté utile. Tant qu'unité de Gnoblard, tant qu'un ou plusieurs pions de Gnoblard ou de crocs de givre de cette unité sont sur le champ de bataille, cette unité a une protection de 5+. Chaque fois que vous réussissez un jet de protection pour cette unité, retirez un de ses pions. Et si le pion de croc de givre de cette unité est retiré, elle ne peut plus attaquer avec sa mâchoire de croc de givre. Ok, bon déjà, ça c'est... Ok, je comprends. Oui, mais c'est pour ça. Donc en fait, oui, t'as 9 PEV, t'as des protèques à 5, t'as envie d'en prendre que 3 et de garder le croc de givre, en fait. Donc je sais pas, alors ça c'est un petit peu le noir sur la règle, je sais pas trop comment la lire, si on est obligé de faire ces protections ou si on peut dire écoute, je prends 3D et je joue ces protections. Parce que si tu perds ta mâchoire de croc de givre, tu perds quand même 3 attaques en 4-3-1, donc on en parlait tout à l'heure, on a le droit de refuser des jets de ward sur des replis pour voilà, donc moi je pense que tu peux le jouer comme ça. Je crois que là j'ai un doute, mais il y a peut-être une question à poser un petit peu à tout le monde, parce que là j'ai pas la... je suis désolé, vu que j'ai pas lu, j'ai pas cherché, et vu qu'on manque de temps, je vais pas pouvoir aller chercher maintenant. Donc si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, sinon on ira chercher, on mettra, au pire j'épinglerai un commentaire, mais je sais pas si on peut refuser une ward. On n'a pas le droit de refuser d'attaquer sur AOS, ça c'est sûr, si t'es au corps à corps, t'es obligé d'attaquer, mais il me semble que t'es pas obligé de balancer tes wards, je veux pas dire de bêtises. Moi, je crois que sur un repli, tu peux ne pas les faire. Donc, effectivement... Ok. Écoutez, on vérifiera tout ça et au pire, on vérifiera un message épinglé. Ouais. On enchaîne avec 11 remues à votre phase de héros. Choisissez unité d'infanterie qui est entièrement à 12 de cette unité. Lui, il est infanterie, donc il peut se cibler. Jetez un dé sur 3+. Ajoutez le résultat au score de contrôle de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. Les gars, c'est pas déconnant, ça. Tu fais un petit 6. Tu rajoutes 6 de contrôle, ça change la donne. Le mec, il a contrôle 11. En fait, je comprends maintenant tous les mécaniques de soins et tout qui vont avec, parce que le gars, il est trop fort. Il se pose sur un objectif. Donc, t'as envie de le garder en vie, t'as envie de lui donner plein de PV et le faire soigner. Donc, il faut le garder. Ouais. Bon, on enchaîne avec le lance... Lance ferraille Gnoblard. Mouvement 9, santé 9, sauvegarde 4+, contrôle 2. Il a un tir en tas de ferraille, 3 des 6 attaques, portée 24, 4+,
dégâts 1, crit, blesse auto. Blesse auto. C'est pas mal du tout. Et on a poignard de ferrailleur. Bah 3d6, en fait, ça dépend. Si tu fais des gros jets... Ouais, tu peux faire 3, mais tu peux faire 18. Donc en fait, t'as une moyenne voilà, de 9 et c'est marrant. C'est marrant. C'est de la blesse auto. Ouais. C'est de la blesse auto. Donc sur du 6, ça peut... Voilà, c'est leur aptitude qui rend ça. L'aptitude renfort. Ouais. Ah, je vais regarder après. Poignard. Alors, au corps à corps, on a poignard de ferrailleur. 7d en 5-5, dégâts 1. Et les cornes pointues. 2 attaques en 4+, de plus. Perd -1, dégâts D3. C'est les compagnons. Ouais, c'était ceux-là où on pouvait rajouter 3 si on avait chargé. Oui, ouais, c'est ça. Et ouais, bon, du coup, je comprends. Et ensuite, on a la pluie de ferraille. Annonce choisissez une unité ennemie dont une ou plusieurs figurines ont été tuées à ce tour par des attaques de tir. Soustrait 1 au jet de touche pour les attaques de la cible pour le restant du tour. Ça, c'est super fort, ça. Mais ça, c'est très fort. C'est pour ça que t'as envie de la mettre au tir, quoi. Mais pas de la faire charger et de leur faire gagner que 3 attaques. Et ouais, je comprends. Bon, on enchaîne... oui, tu tires n'importe où. On enchaîne avec les Nioblards qui ont le mot-clé renfort. Bouche de 5, un seul PV, sauvegarde à 6. Bon, c'est des Nioblards. Ils ont un truc pointu en portée 8, une attaque 4+5+, dégâts 1. Bon, vous n'allez jamais rien faire. Et au corps à corps, une attaque 5+5+, dégâts 1. Ils ont, fin de n'importe quel tour, vous pouvez ramener des 3 figurines dans cette unité. De toute façon, eux, ils sont là en soutien, en fait, de ce que je comprends. Et ils ont renfort aussi. Ils ont renfort, ouais. Donc c'est pas mal. C'est le casse-dalle du chef. Tu les laisses pas loin et en gros, il les bouffe au fur et à mesure et derrière... C'est tout. Ah oui, c'est pas son bottin avec ceux de son unité. Lui, il peut bouffer, que ceux de son unité, je crois. De son unité pour le... Les tranches, ici. Il a 3 pions de Nioblards. Non. C'est une cible unité de Nioblards. Donc il peut choper ceux-là et donc ça lui fait un bon buffet. C'est casse-dalle, ouais. Donc tu les laisses à côté et il a... En fait, tu les laisses... Comme tu disais, c'est le buffet du chef, en fait. Voilà, c'est ça. Tu les laisses à côté, ils reviennent par 3, donc même si t'en as bouffé 3, hop, c'est pas grave. Et puis si l'autre te détruit complètement, bah ils reviennent à full effectif avec leur renfort. Donc clairement, tu les laisses pas loin. Yes, au top. Bon, j'ai vu les profils des ventres durs, je comprends. C'est des machines à tuer. Je crois. Et ouais. Ah ouais, ça envoie du steak. Donc, mouvement de 6, sauvegarde à 5, santé 4, contrôle 2. Ils ont 3 attaques en 4+, 2+, perf 2, dégâts 3, les gars. Waouh. Et ils ont au ventre dur de jouer, ignorer les modificateurs négatifs au score de contrôle de cette unité. Bon. Et ça, c'est fort, ça. Et ça veut dire qu'ils ont toujours leur petit contrôle de 2. Ils envoient vraiment sévère. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir 2, 3, 3 au lieu d'avoir... voilà, parce qu'en fait, le 2, 2, 4... c'est un peu dommage. Quand tu fais les stats, ça fait quand même 9 attaques en 4-2, perte 2 dégâts 3. C'est des trolls. Je suis d'accord. Sauf que après... Non, même pas. Les trolls, ils ont 2 attaques. Donc ça fait 6 attaques. Là, ça ferait 9 attaques. Ça serait imbouffable. Ça serait... Pour ça, 2, c'est cohérent. Bon, la bande de 4, clairement, bon, je te fais pas les calculs, mais, si elle arrive à charger le tour... elle tue n'importe quoi. Mais derrière, il faut pas oublier que tu commences la game, t'as les Nioblards qui font rien en termes de létalité, t'as le trappeur qui tape, ceux-là, ces deux-là, et t'as le lance-ferraille. Ça veut dire que, déjà... Moi, je sais pas, je me dis, j'affronte les ventres durs. Les Nioblards, tu vas pas forcément... Bah, tu pourrais les cibler. En fait, t'envoies une unité, tu les tèges, t'enlèves le soin au héros. Et les ventres durs, si tu joues une armée qui tape un peu, tu sais que tu vas pouvoir les sortir. C'est-à-dire que potentiellement, T2, tu peux te retrouver en faiblesse, ou tu vas revenir T3, En fait, je sais pas vraiment si les renforts T3, T4, c'est vraiment bien étudié. Alors, j'espère. Mais j'ai un doute. Bah ouais, bon, c'est histoire d'avoir mis 4 figurines en plus dans la Warband, mais bon, tu vas pas t'en servir. Clairement, ils vont se poser sur un point, ils vont récupérer un point. Puis voilà, une phase de charge. S'ils arrivent à détruire un truc, tant mieux. S'ils n'arrivent pas à charger, bah, ils auront pris un point. Donc ça fait quand même beaucoup de PV, beaucoup d'attaques qui vont dormir sur un point, sur un tour, quoi. Moi, j'aurais fait comme les trolls, j'en aurais mis que 3 et ils arrivent au premier tour. Ouais, ben voilà, ça, 3 et 3, voilà. Ou de garder 3 et effectivement de la garder toute la partie. La bande aurait été bien. En fait, mais parce là, que... bon,
Bon, ça te fait 4 gros machins comme ça sur la map. Vous en pensez quoi, vous, de cette team-là? J'ai hâte de la tester. Là. Ouais. Elle est mieux que la première. Oui, avec le nerf. Avec le nerf. Avec le nerf, elle devient mieux que la première. Mieux que la première au gore. Moi, j'aime bien parce que, pareil, il y a du tir, il faut comboter avec certaines unités. On sent vraiment qu'ils ont travaillé les combos dans les Spearheads sur cette saison-là. C'est agréable. Pas un gros fan d'Ogre, moi je joue plutôt du populeux. Ouais. Donc je saurais pas dire, mais... Un peu de tout, ouais. Ça tape fort, c'est un peu de populeux grâce au Gnolard. Bon, t'as du tir avec la machine de guerre, t'as un héros qui tire, qui se soigne, qui a un bon contrôle de 5 quand même, qui donne du contrôle à une unité. Donc elle peut être sympa. Elle peut être vraiment sympa en termes de gameplay. Je pense qu'elle peut faire des blagues. Ah, plaisante à jouer, plus plaisant. Ah bah oui, plus plaisante. Donc, Ok, sympa. Milieu de classement aussi. Milieu de classement. Donc, si on fait une petite conclusion sur ces 4 nouvelles fers de lance, pour moi, de ce que je comprends, elles sont toutes bien, avec certaines plus fortes que d'autres. On a un petit peu insisté sur les City qui avaient l'air vraiment pas mal. Très sympa. Est-ce que, pour pas que ça dure trop longtemps, parce que ça fait quand même 1h20 là qu'on est en train de blablater, c'est super intéressant, mais le temps passe vite. Si vous pouvez me faire une petite conclusion de 5 minutes sur la nouvelle saison, ce que vous en avez pensé, et après on fera une petite conclusion de vidéo tous ensemble. Donc 5 minutes sur ce que vous en pensez de cette nouvelle saison. Ça va être plus court. Ça va être plus court que 5 minutes parce que avec une partie, j'ai pas vu les 2 plateaux. Rien que déjà ça, j'ai envie. Bon, il y a la crypte qui est cool. Il y a beaucoup de décors, donc c'est vrai que faut savoir jouer avec. Ça peut être vraiment intéressant. Si t'as des armées de tir en face, on va avoir souvent du -1 à la touche. Donc voilà, faut bien gérer ça. Les cartes sont géniales. Ouais, quand t'as beaucoup joué à la première saison, t'as vraiment du renouveau. Faut les lire. Faut les lire, faut bien les lire, faut les apprendre. Parce qu'il y a des nuances, il y a des nuances. Il y a des nuances, c'est bien écrit, il y a des tricks de jeu grâce au TP. Voilà, au TP que je m'y attendais pas, m'arriver dans le dos comme ça en fin de tour. Donc c'est ultra violent, le taper 2 fois, génial. Il fait revenir 4 points de vie, donc je peux faire revenir par exemple un dinosaure de 14 points de vie, tu le fais revenir avec 10 points de vie. 10 points de vie. Ouais. Voilà. Moi j'ai directement pensé à lui. Ah ouais. Je trouve. En fait, moi, cette saison 2, c'est la maturité, c'est-à-dire que le feu et le jade, c'est la découverte, c'est assez facile. Là, on commence déjà à aller dans de l'affinage. Il faut faire attention à son placement de décor, parce que la crypte compte comme un décor, donc il faut que les autres décors soient à 6 pouces. T'es vraiment emmerdé pour les placer, clairement au début. Voilà. Et comme il y a beaucoup de tirs dans ces nouvelles Spearheads, alors les prochaines, à mon avis, il y aura un peu moins de tirs à part les caradrons. Ouais, peut-être. Mais il faut faire très attention à son placement. Et le deuxième terrain, ou celui qui a 4 objectifs, j'ai fait une partie dessus, il est très punitif pour le défenseur. Ouais. C'est-à-dire que il faut vraiment faire attention, il n'y a que 4 objectifs. Tu peux prendre des cannes dès le T1. Voilà. Moi, j'ai joué contre un gob, il a pris les 4 objectifs en T1. Et là, tu te dis... Bon. Comment je vais aller les chercher. On a arrêté au tour 2 parce qu'avec les cartes que j'avais, etc., en fait, il a fait un mur sur les 4 objets en courant et avec les gobelins, avec la lune, 13 de contrôle. Donc le deuxième terrain avec les 4 décors et la crypte devient très très dangereux pour le défenseur. Donc il y a une vraie maturité à avoir sur son placement et sur la combo de tes unités. Donc il faut vraiment maîtriser ses bornes. Hein. Oui, voilà. Donc, ils ont vraiment bossé. Ils ont vraiment bossé sur cette saison 2. C'est vraiment différent de le feu. Ça va faire un gros renouveau pour les anciens joueurs. Ça va redynamiser. C'est vraiment du kiff, quoi. Donc, ça se faisait attendre. Donc, c'est top. Je suis hyper content. La saison 1, on veut faire plus d'erreurs et quand même s'en sortir. Là, au début, tu pourras, mais très vite, ça sera du très punitif si tu fais une erreur dans ta strat. Donc je pense qu'il va y avoir des gros écarts de score avec ça, parce que c'est très létal. Oui, là, elle est basée sur la létalité. Ouais. Cette nouvelle mise à jour. Nouvelle saison, vraiment... Très mature sur les bandes, vraiment c'est top. J'attends de voir les prochaines, surtout la Idonette. Ouais. Et la Caradron qui vient d'être annoncée à 10 figurines. Ouais, ça...
Ça, j'ai un peu peur, hein, parce que je vois pas du renfort sur les Thunder, ça m'étonnerait. Donc, il va pas y avoir beaucoup de monde. Hein. Et la corne, je pense qu'elle va être violente aussi, comme les. Ouais, la corne, ouais. Comme les loups, les copains sur loups qui sont très rapides, qui prennent l'objectif, qui contrôlent le mort. Je pense que ça va être la même chose et ça fait plaisir. Puis c'est des gros socles, donc ils peuvent vraiment bloquer un point, les petits points, se poser dessus et tu peux pas le récupérer parce que t'as pas de place, quoi. Donc, elle peut être violente. Carrément. Donc, ouais. Carrément. Bah, merci pour votre retour. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Hein. Je suis très hypé par cette nouvelle saison et puis je valide déjà tous les propos. D'ailleurs, j'ai une petite théorie. Je pense que dans 6 mois, on a encore une nouvelle saison. Je pense qu'ils vont balancer. Dans 6 mois ouais. Je pense qu'ils vont balancer parce que les cycles de version, c'est sur 4 ans maintenant. Et quand tu regardes 4 ans, si tu veux faire les 8 royaumes mortels, il faut que tu balances 2 royaumes mortels par année. Et la première année, ils ont fait feu jade. Et là, ils ont fait que la mort. On aurait pu croire qu'ils fassent, je sais pas, mort et autre chose, mais là, on a que la mort. Donc potentiellement, dans 6 mois, on a une nouvelle version. Dans 6 mois, encore une nouvelle version, etc., etc. Donc, donc on va avoir Azir. Donc ça peut être intéressant, hormis s'il reste sur une saison par année. Et dans ce cas-là, c'était long, 1 an. Donc oui, ça 6 mois, c'était cohérent. Moi, je pense que c'est cohérent. Maintenant, ça match avec leur. En fait, là, on voit qu'ils font du cross game dans leur Spirit, c'est-à-dire qu'il y a du Warcry dedans, il y a du Underworld dedans. Ouais. Donc ça permet à des gens de commencer d'avoir des débuts de bande et de se dire bon, je vais pouvoir acheter 2-3 bouts. Ça fait du pognon à Games, mais bon, on les aime pour ça. Ouais. Et on a sa bande. Moi, j'ai fait ça avec les Cities, parce que j'avais une bande Warcry de Cities, et donc du coup, je l'ai finalisé comme ça. Et je trouve ça cool de faire ça. Et donc, ouais, sur du 6 mois... 6 mois, c'est bien. Je pense que c'est cohérent, et il faut 6 mois pour pouvoir maîtriser largement et avoir tout vu. Ouais. T'as le temps de faire quand même pas mal de parties en 6 mois, donc c'est cohérent. Et les tricks qu'ils ont trouvés changent vraiment la façon de jouer. Et j'ai hâte de voir les anciennes bandes sur les nouveaux terrains avec les nouvelles cartes parce que ça peut donner des trucs rigolos. Ah oui, effectivement. Bon, merci en tout cas à vous deux, Lucas, Marc, d'avoir participé à cette interview. Si vous voulez les voir plus souvent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça on fait les futures analyses avec eux. Lucas, ton objectif, c'est d'acheter un micro pour la prochaine fois. Ouais, obligé. Voilà. Comme ça, on aura un son de meilleure qualité. Je rappelle une chose, les gars, on a un concours sponsorisé par la boutique ARS Manufactorea pour vous faire gagner une fer de lance, celle de votre choix. Il suffit d'être tipeur de la chaîne, c'est un moyen de vous récompenser. D'ailleurs, merci à toi, Lucas, parce que je sais que tu es un tipeur fidèle. Ah, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Mais bon, là, je la donnerai. Non, mais toi, alors, oui, lui, il en a pas besoin, il s'en fout, parce qu'il a absolument toutes les fers de lance. Toutes. Donc au pire, tu les donnes à Marc. Hein. Écoute, voilà. Voilà, c'est ça, voilà. On va faire ça. Moi, je suis un peu son punching ball et son peintre. Je me fais 2 fois punir. Voilà. Ah oui, bah voilà. Ok. C'est lui, fameux. Oh, ok, tu me l'as pas présenté comme ça. Ok, d'accord. Eh ben, tu as de la chance. Donc, tu as de la chance. Je suis son gnobard, moi. Tu vois. Ah, c'est ça. Une vie facile. On a pas une vie facile, ouais. Bon, les amis, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces pour nous soutenir, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé en description. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça, vous restez notifié des futures vidéos avec la petite activation de cloche. En description, vous trouvez tout, les partenaires, MyHobbyPlace, vous avez Torek, et puis bien évidemment, le petit lien Tipeee. Et si vous voulez nous rejoindre et parler de Spearhead, on a un Discord qui traite un peu de tous les jeux de Warhammer avec une commu très active autour de fer de lance. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tout est dans la description. Les gars, merci encore à vous. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.